Bonjour à toutes et à tous, c'est Logan de Helpsycho. Donc aujourd'hui, on va parler de psychanalyse. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Donc la psychanalyse, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quand je vous parle de psychanalyse, vous allez sûrement penser à la psychologie ou la philosophie. Ça s'y rapproche, mais c'est pas exactement ce cas. Alors, on va faire la différence entre la psychologie et la, et la psychanalyse, du coup. Donc la psychanalyse, c'est quelque chose auquel on n'a pas vraiment de fondement, d'appui scientifique. Donc c'est basé sur des croyances auxquelles on va émettre des hypothèses, des théories. Alors ces théories peuvent être plus ou moins farfelues, hein, comme le cas de Freud, justement, Sigmund Freud, réputé quand même, c'est le précurseur, le fondateur, on va dire, de la psychanalyse. Donc c'était avant un neuroscientifique qui s'est reconverti en psychanalyste. Et donc du coup, il a évoqué sa psychanalyse au travers. Donc la psychanalyse, c'est une théorie de fonctionnement psychique utilisée avec des techniques diverses. Voilà ce qu'est exactement la psychanalyse. Si vous n'êtes pas forcément en accord avec ce que je dis ou quoi, c'est possible que je fasse potentiellement des erreurs. Il ne faut pas hésiter à me corriger, justement, il n'y a aucun problème pour ça. Je suis ouvert justement aux critiques. Il n'y a aucun problème. Alors, déjà, le contexte de psychologie, de psychanalyse et tout, donc toutes les psys, s'appeler comme ça va être plus simple. Il faut comprendre où est le mal, où est-ce que la personne a ses souffrances, quelles sont les causes. Voilà. Et une fois que vous vous êtes posé la question, une fois que vous avez démystifié un petit peu tout ça avec la psychologie, la psychanalyse, enfin, bon, bref, tout un tas de tests, vous diagnostiquez, vous faites ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Vous allez déterminer à savoir quel est vraiment le problème. Parce que si on parle, par exemple, d'un trouble de l'identité, il y en a tout un tas. Donc, on peut dire, ouais, vous êtes atteint d'un trouble de l'identité. Merci. C'est tout? Oui, c'est tout. Ben non. En fait, c'est incomplet. Parce que si on parle d'un trouble de l'identité, ça peut être un trouble de l'identité borderline, un trouble de l'identité bipolaire, ça peut être un trouble de l'identité schizophrène, ça peut être différents types de troubles de l'identité. Donc c'est pour ça. Donc voilà. On va parler du coup de Freud, Sigmund Freud, qui en est le précurseur et qui parlait de justement le complexe d'Oedipe. Alors je pense que ça va en parler à un certain d'entre vous. Le complexe d'Oedipe, du coup, c'est euh, à l'enfance, quand on est un garçon, on va avoir comme premier désir d'amour l'amour de sa mère. On va chercher à s'accaparer l'amour de sa mère au détriment, en rivalité avec celle de son père. Donc on va être en rivalité avec celle de son père. Et chez la fille, il va se démontrer comme quoi elle a un complexe d'infériorité qu'elle va chercher à combler euh, en cherchant à être le sexe le plus fort. Donc voilà. Donc voilà, c'est Sigmund Freud. Hein, voilà, tout ce qui est autour de caractère sexuel, je pense que si vous avez déjà un petit peu cerné le personnage, il est très réputé là-dedans, justement. Un peu comme en tant que musicien, Georges Brassens. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la nuance, mais la subtilité, mais voilà, c'est un peu similaire. Et si on se fie également à Bergeret, qui était, il me semble, un psychanalyse, je ne dis pas de conneries, euh, on peut déterminer plus ou moins des problèmes qui peuvent être liés à la psychose ou à la névrose. Après, derrière, on a un autre état, un état limite, où la perversion, si on prend le cas de Sigmund Freud, donc je vais parler essentiellement de la névrose et de la psychose plutôt que des états limites parce que c'est un peu plus complexe. Et j'ai peur de dire des bêtises, donc je préfère m'abstenir. Par contre, la névrose, du coup, elle se déclenche généralement avec les personnes qui ont participé plus ou moins à ce complexe d'Oedipe, alors que la psychose, elles ne l'ont pas vécu en fait. C'est ces personnes qui ne l'ont pas vécu et qui vont plus ou moins développer des symptômes psychotiques. Après,
c'est un peu cafouillis parce que de toute façon, le cerveau humain, il est tellement complexe qu'on ne peut pas le démystifier comme ça. Il n'y a aucune science, il y a aucune à mon sens, il n'y a aucune science, aucune psychanalyse, aucune psychologie qui peut vraiment déterminer qui vous êtes à l'intérieur de vous. On peut comparer les uns les autres, se comparer mutuellement les uns les autres, mais au final, on est propre avec nos propres maladies, nos propres défaillances, on va dire, psychotiques, névrotiques, ou même d'état limite avec la perversion, à chacun. Alors, avec un certain degré, auquel on va plus se considérer comme étant normal, qu'il n'y a pas vraiment de problème. Alors, les problèmes, il y en a forcément, on en a tous. C'est pour ça qu'on devrait tous plus ou moins consulter un psychologue, un psychothérapeute, enfin, quelqu'un qui s'y connaît en psy. Voilà. Donc, Sigmund Freud, psychanalyste, je reviens là-dessus, il décrète 3 états de la personne. La personne, elle peut être inconsciente, consciente, et elle fait ses choix. C'est ces 3 états. Le ça, le surmoi et le moi. Donc, le ça, ce sont nos pulsions, nos envies. On ne peut pas les freiner. Vous voyez? On peut les freiner, mais modérément. À un moment donné, ça va finir par sortir. Le ça, il va vouloir évoquer ce que vous voulez évoquer, ce que vous voulez ressentir, ce que vous voulez faire. Ce sont nos rêves. Et nos rêves, il faut les réaliser. Pour nous limiter, on a le surmoi. Le surmoi, c'est le gendarme, celui qui porte la casquette du gendarme. Celui qui prend la casquette du gendarme et qui va dire c'est juste, c'est pas juste. C'est le petit juge qui est en vous et qui va trancher à se dire là, c'est notre limite. On l'a franchi, la limite. Il ne faut pas la franchir, la limite. Donc voilà, le petit juge, c'est le surmoi, le conscient. Et on a pris conscience que c'était pas bien, que c'était à éviter et qu'on pouvait faire des débordements. Et le moi, c'est lui qui va choisir de prendre ou non les décisions. Donc il est un petit peu entre les deux. Et donc, justement, on va faire la différence entre le ça et le surmoi parce que justement, il y a des conflits internes, ce qu'on appelle les paradoxes. Alors les paradoxes, comme le nom paradoxal, comme le mot paradoxal veut dire exactement qu'il y a des paradoxes, donc du coup, donc c'est-à-dire que c'est en opposition avec ce que l'on pense et ce que l'on dit. Donc, c'est-à-dire que le ça va être une pulsion, genre, vous voulez aider les gens, vous voulez absolument aider les gens, mais il y a une partie de vous qui ne veut pas, qui veut être seul, un peu indépendant, qui veulent se débrouiller. Donc c'est le cas généralement des personnes avec un MBTI de type INFJ. Je parle essentiellement de ça. Mais voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun a un petit peu ses propres trucs. Mais c'est un conflit interne. C'est pour que vous compreniez qu'il y a un conflit interne et que c'est entre le désir et le devoir. Donc c'est un conflit interne entre le désir et le devoir et qui fait que on va s'embrouiller et dans notre tête, hein, on va s'embrouiller et on va être en conflit et on va plus savoir quoi faire. Quand vous avez le cul entre deux chaises, vous savez, ah, je sais pas si je vais y aller. Et ben c'est ça, c'est un conflit interne. Vous avez envie d'y aller, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous freine, qui vous dit non, mais regarde, t'avais promis à ta sœur d'y aller. Ouais, mais j'ai tellement envie d'y aller, c'est encore plus fort que d'aller voir ma sœur. Ou des choses comme ça. C'est un conflit interne. Et il faut prendre une décision. Le moi doit prendre la décision. Et c'est là où on peut accumuler de la frustration, du stress, de l'anxiété, tout un tas de choses. Alors, je vais parler du surmoi parce que le surmoi, du coup, c'est un filtre. Il va servir de barrière, de limite à se positionner. Il faut savoir que dans les plupart des cas de cérébrolésion, donc les personnes qui ont eu une lésion cérébrale, alors, ou ça peut être dû à l'enfance, hein, par exemple l'épilepsie, voilà, c'est des maladies mentales, ou celle du TDAH, qui a un trouble dissociatif de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc voilà. Donc ces conflits internes,
ces paradoxes, c'est entre le ça et le surmoi. Et donc ce conflit interne peut poser des mécanismes de défense. C'est un moyen de se défendre parce que forcément, on se sent attaqué en fait, de tous les côtés. Et vous savez, quand par exemple, quand vous êtes gamin, que vous dites tout haut ce que vous pensez, que vous n'avez aucun filtre, vous n'avez pas de surmoi, vous voyez? Et bien quand vous êtes gamin et que vous ne pensez pas à toutes ces choses-là, il n'y a pas de filtre. Un gamin, il n'a pas de filtre. Il va dire tout haut ce qu'il pense. Et donc du coup, à un moment donné, eh ben, ça va lui retomber dessus. Il va avoir le retour de bâton. Et donc, ce retour de bâton va nous faire prendre conscience que ce qu'on a fait, il faut se limiter, il faut se restreindre parce qu'au final, on s'est fait plus ou moins enguirlander, on s'est fait avoir. Donc, pour éviter de retomber dans ce piège, le cerveau humain apprend de ses erreurs. Et pour apprendre de ses erreurs, ça se résout en 3 étapes. 1. Comprendre qu'on a fait une erreur. 2. Admettre et surtout l'admettre et éventuellement à d'autres personnes, comme quoi on a fait une erreur. Et 3, résumer cette erreur. Voilà. Ça réside en ces 3 points pour résoudre un problème, résoudre une erreur. Donc un mécanisme de défense, voilà, c'est ça, c'est un moyen pratique de se protéger. Sauf que ces mécanismes de défense qui nous servent à nous protéger peuvent en être abusifs. Si on abuse trop de mécanismes de défense, on devient toxique. Alors, un exemple, mécanisme de la projection qui est très commun, qu'on va retrouver généralement. Donc la projection, c'est je projette la faute sur les autres plutôt que d'assumer ma responsabilité. Je vais projeter la faute sur les autres. Donc c'est ce qu'on appelle aussi en psychanalyse le transfert contre transfert. Donc le transfert contre transfert, c'est je vous transmets mon malheur, du coup vous allez me transmettre en retour votre malheur. Exactement pareil. Et c'est comme si je vous donne du négatif, du coup vous allez me rendre du négatif. Si je vous donne du positif, vous allez me rendre du positif. Et c'est ça en fait le transfert contre transfert. Suivant ce que vous donnez, vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà. Il y a justement cette citation très connue, on récolte ce que l'on sème. Donc c'est exactement ça. Si vous êtes désagréable avec les gens seront désagréables avec vous. Si vous appréciez, vous aimez les gens seront appréciés et appréciables pour vous. Et c'est exactement pareil. Si vous vous aimez vous, vous aimerez les autres. Et je vous assure, c'est un truc essentiel. Donc, on parle de ça, transfert contre transfert, tout ça. Ça rappelle un miroir en fait. Transfert contre transfert. Et c'est un miroir et en fait, on va avoir le sentiment de voir les autres comme un miroir, comme notre propre reflet. Donc, nos imperfections, on va les voir davantage et on ne va pas les supporter parce que ça nous fait mal. On n'a pas envie de subir, de comprendre plus ou moins, de voir plus ou moins nos défauts. On a envie de les cacher, on a envie de les... Sauf qu'à un moment donné, on finit par les voir. Et c'est là qu'on peut rentrer dans une phase de dénégation, de déni, qui mène potentiellement vers un clivage. Alors un clivage, c'est tout simplement un déni auquel on vient ajouter encore et encore et encore au point où on se crée un imaginaire, où on déforme la réalité pour transformer la chose en rebalançant les choses. Donc c'est un peu comme la projection, on en vient, hein, le refoulement, la projection, c'est des mécanismes de défense. Et donc, on fait un transfert contre transfert, on balance les choses méchantes, et donc du coup, on va récolter les choses méchantes. Voilà. Donc la psychologie avec l'effet miroir, ça c'est vraiment de la psychologie, du coup c'est plus de la psychanalyse. La psychologie avec l'effet miroir, c'est de Yoshinori Noguchi, donc voilà, un prénom compliqué. Je vous le mets justement sur l'écran, je vous l'affiche. Et donc du coup, cet effet miroir va en découler plus ou moins notre reflet. Donc les reproches est le reflet de nos imperfections. Quand on vient reprocher sur ce qu'on a fait aux autres, on vient à se reprocher soi-même en fait. Et c'est comme aussi, vous savez, le fameux truc où quand je pointe du doigt dans une direction,
bah, en fait, je pointe 3 autres doigts également dans ma direction. Donc, quand vous essayez d'atteindre quelqu'un, au final, vous vous atteignez vous-même. Et donc, c'est ça, en fait. C'est quand vous allez être désagréable avec quelqu'un, en fait, vous allez être désagréable avec vous-même. À un moment donné, vous allez avoir ce qu'on appelle un sentiment humain qu'on appelle la culpabilité. Vous allez être coupable. Vous allez vous sentir coupable. Vous allez culpabiliser de vos imperfections, de vos actions, de vos actes. Et justement, on parle des actes. Alors, les actes, la, la crédibilité d'une parole. De quoi ça révèle? La crédibilité d'une parole, quand on parle. Alors ça, c'est à mon sens, hein. À mon sens, la crédibilité ne s'obtient que lorsque les paroles deviennent réalité, lorsque nos actes parlent d'eux-mêmes, et pas uniquement de ce que l'on dit. Ce que l'on dit, on ne le fait pas forcément. Par contre, ce que l'on fait, on le fait. C'est un fait. Eh oui. Donc voilà. Et on parlait des actes, du coup. Sigmund Freud parlait comme quoi il y avait des actes manqués. Alors les actes manqués, qui est un chapitre justement que j'ai lu un petit peu, les actes manqués, c'est en contradiction avec notre conscient. C'est-à-dire, je veux prendre mon avion, mais au final, je suis arrivé en retard. Zut, pas de chance. Je suis arrivé en retard. Et bien vous allez vous dire, oui, mais c'est parce que j'étais sur les bouchons, c'est parce que j'ai été retardé par ma sœur, j'ai été retardé par ceci, j'ai été retardé par cela. On va chercher des excuses. Mais au final, ces excuses, elles sont caduques. Parce qu'au final, peut-être que vous n'y avez pas vraiment voulu au final. Même si vous désirez au fond de vous, ouais, j'avais vraiment envie d'y aller, j'avais vraiment envie de le prendre, il y a peut-être une part de vous qui disait, t'avais pas envie d'y aller. Et cette part de vous qui dit, t'avais pas envie d'y aller, c'est l'inconscient. L'inconscient que vous n'avez pas. Parce que c'est quelque chose qui ne se réfléchit pas. L'inconscient, ce n'est pas quelque chose avec une réflexion. C'est quelque chose d'inconscient, justement, ce qui n'est pas démystifié. Donc, comprendre son inconscient, c'est très compliqué. Justement, il y a aussi les phases de sommeil paradoxal auxquelles ou sommeil profond, auxquelles on va rêver et auxquels ces rêves vont nous transmettre plus ou moins les choses de notre subconscient, de notre inconscient. Et on va plus ou moins se libérer à travers eux. Voilà, donc les actes manqués. Et en vient de ces actes manqués des échecs, des potentiels échecs, parce que du coup j'ai raté mon avion, du coup c'est un échec. Et cet échec est potentiellement révélateur. Il révèle justement cet inconscient au grand jour. Et de la même manière, on en vient justement à un chapitre aussi qui est dans les actes manqués de Sigmund Freud, avec un lapsus révélateur. Comme quoi les lapsus, le fait de faire des erreurs, elles sont révélateurs. C'est notre inconscient qui fait exprès de mettre des erreurs dans ce que l'on va évoquer, dans ce que l'on va dire, pour vous mettre en avant. Alors, il y avait une amie, par exemple, qui disait « Ouais, mais moi, j'ai les neurones qui se croisent. » Alors ça, je suis désolé, c'est pas le symbole de croisée. C'est ça, le symbole de croisée. Ah oui, mais j'y pensais pas, machin, bidule et tout. Ouais, bien sûr. L'inconscient voulait dire vraiment qu'on était connecté. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Mais le fait de ne pas vouloir l'admettre, de ne pas vouloir dire les choses, au final, son inconscient était frustré, était bloqué, et donc du coup, elle se freine, elle se renferme sur elle-même. Et donc du coup, ce problème-là, qui ont généralement les personnes introverties, ce sont des problèmes auxquels on ne peut pas s'exprimer. Vous savez, c'est comme si on retient une émotion. Vous savez ce qui se passe quand on retient une émotion? Je vous ai expliqué aussi dans certaines vidéos, si vous les suivez toutes, c'est la cocotte minute. La cocotte minute, vous contenez une émotion, à un moment donné, elle jaillit. Et elle ne peut pas être contrôlée. Elle est incontrôlée. Voilà. Une émotion, ça ne se contrôle pas, ça se maîtrise. C'est là toute la différence. Alors, j'ai parlé des lapsus, comme quoi ils pouvaient être révélateurs justement, comme quoi quand on fait plus ou moins une erreur, c'est peut-être aussi notre inconscient qui parle justement pour évoquer certaines choses. On en vient justement à des images subliminales.
Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, que vous en avez potentiellement déjà vu. Attention, 3, 2, 1, si vous êtes attentif, vous avez certainement vu quelque chose. Et là, ce n'est pas une image subliminale. Ce n'est pas une image subliminale. Non, c'est une image qui est consciente parce que vous l'avez vue et donc du coup, ça s'est ancré dans votre persistance rétinienne, pardon. Donc, ça veut dire que votre inconscient, comme votre conscient, l'a vu cette image et l'a interprétée. Par contre, une image subliminale, là, je pense que vous ne l'avez pas suffisamment vue parce qu'elle est très courte. La frame est très courte. Par contre, si je vous mets cette image, bah, vous l'avez déjà vue quelque part. Alors, cette image, c'est celle que je viens juste à l'instant, en claquant des doigts, de l'afficher. Et cette image subliminale, cette image est donc subliminale. Elle a été prise par votre inconscient, mais votre conscient ne l'a pas vue. Elle ne s'est pas ancrée dans votre persistance rétinienne. Mais pour autant, vous l'avez vue. Mais vous n'avez pas pu analyser, vous n'avez pas pu comprendre. Donc, au final, vous voyez, c'est un petit peu aussi ce qu'on voit. Et j'en viens aux images subliminales, avec la persistance rétinienne, avec la foudre. Alors, moi qui aime beaucoup les sciences et tout, je vous partage un petit peu mes connaissances, mais en même temps, quelque chose qui, je pense, intéresse pas mal de monde. Donc la foudre. Vous savez, la foudre quand elle s'abat, on voit vraiment la foudre s'abattre visuellement. Et pourtant, ça dure un pouillème de secondes. Franchement, c'est des millisecondes, voire même des microsecondes. En microsecondes, on peut voir la foudre. Donc, notre persistance rétinienne est quand même assez forte, assez fulgurante. Et par contre, ce que l'on ne voit pas, c'est les traceurs. Les traceurs, bah, je vous mets justement la petite vidéo à côté. Les traceurs, c'est donc ces choses-là qu'on ne voit pas parce que c'est tellement rapide, c'est tellement furtif qu'on ne les voit pas. Pour autant, ils sont là. Et pour autant, vous les avez vus dans votre inconscient, avec les images subliminales. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a intrigué et intéressé. En tout cas, moi, ça me plaît de justement vous faire partager des choses importantes et intéressantes à mon sens. Et n'hésitez pas à communiquer justement, à partager votre avis, que ce soit pour la psychologie, la psychologie ou la psychanalyse, hein, parce qu'on a parlé un peu des deux. Voilà. Et puis, votre point de vue aussi, peut-être d'un aspect scientifique. Allez, portez-vous bien. Salut!